Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous. Les Serious Games, ou jeux sérieux, offrent de nombreuses possibilités pour l'apprentissage. Ils permettent de capter l'attention des apprenants, de susciter davantage leur intérêt, pour finalement obtenir une meilleure rétention de l'information, et ils séduisent de plus en plus. Mais comment choisir la meilleure approche pour intégrer les Serious Games dans vos parcours de formation ? Pour vous aider, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Susan Bossan, qui est Serious Game Designer et présidente du syndicat professionnel des Serious Game Designers. Ensemble, nous allons voir les ingrédients essentiels qui composent un bon Serious Game, quelles compétences et quels budgets sont nécessaires pour sa création et quelles sont les solutions alternatives qui existent. Bonne écoute à tous. Bonjour Susan et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Je suis ravie d'être là. Donc ensemble, on va échanger aujourd'hui sur les Serious Games et plus particulièrement répondre à une question que nos auditeurs se posent sans doute. Est-ce qu'il faut concevoir ou acheter son Serious Game ? C'est une très bonne question. À laquelle tu vas répondre. C'est ça. Et pour commencer, donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Alors, moi, donc je suis Susan Bossan et je suis Serious Game Designer. C'est-à-dire que je conçois des Serious Games pour la formation. Alors, à des fins pédagogiques, c'est pas les seuls Serious Games, mais on va dire que c'est les plus fréquents. Et puis, je fais aussi beaucoup de formations pour justement apprendre le Serious Game Design, donc pour former d'autres Serious Game Designers, des formations à la ludopédagogie, à tout ce qui est formation de formateurs, voilà. Donc ça, c'est mon travail. Et à peu près 50% de mon temps, je crée des jeux et 50% de mon temps, je forme. Très bien, et tu animes de super ateliers, parce que moi je me souviens très bien de l'atelier que tu avais animé au Learning Show et que j'avais adoré, où tu nous avais vraiment fait prendre conscience des ingrédients indispensables dans un jeu. C'est ça. Mais en fait, les ateliers sont évidemment, alors pas forcément des jeux, mais en tout cas actifs et ludiques. Tout à fait. Alors, pour commencer, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre un serious game et la gamification ? Oui, je peux le dire à tous les auditeurs parce que c'est quelque chose en fait, finalement, les gens parlent beaucoup de gamification et savent pas forcément ce qu'il y a derrière. On met du jeu, sauf qu'il y a quand même une différence notable. En fait, la gamification, c'est le fait de rajouter un petit peu d'éléments de l'univers du jeu à des activités qui ne sont pas des jeux. Donc ça peut être de la formation, mais ça peut être des réunions, etc. Et l'idée, c'est je vais ajouter ces éléments de l'univers du jeu pour augmenter l'engagement dans l'activité. Donc on ne crée pas du tout un jeu, on crée une activité qui augmente l'engouement, qui donne envie. Donc ça pourrait être concrètement, dans une formation, je vais utiliser un jeu de cartes par exemple, plutôt que avec des questions, plutôt qu'un quiz imprimé sur une feuille. Ou alors en distanciel, je vais avoir des glisser-déposer, des activités qui sont plutôt de l'univers du jeu, des challenges, des badges. Mais on est d'accord que ça n'en fait pas un jeu à proprement parler. On a toujours notre formation et on va rajouter cette surcouche pour augmenter l'engagement. Les serious games, en revanche, là pour le coup, ce sont de vrais jeux. Donc, alors, on pourra peut-être définir plus tard ce que c'est qu'un vrai jeu, mais en tout cas, ça ressemble à un jeu, ça a la saveur d'un jeu, c'est un jeu, sauf que on va y rajouter ce qu'on appelle une fonction utilitaire, c'est-à-dire un objectif, pour ce qui nous concerne, un objectif pédagogique. Donc vraiment, on va avoir un vrai jeu qui va servir les objectifs de notre formation. Donc dans un cas, j'ai un jeu,
Dans un cas, je n'ai pas un jeu. D'accord? Serious game, j'ai un jeu. Gamification, je n'ai pas un jeu. Et la différence est quand même importante et on s'aperçoit qu'autour de nous, eh bien, on a plutôt de la gamification et pas tant que ça de serious game. Je prends l'exemple très concret parce que c'est souvent comme ça qu'illustre les gens à la petite prise de conscience. Une fresque, les fresques du climat, les fresques du numérique, etc. Ce ne sont pas des jeux. Ce sont des ateliers sur lesquels on a gamifié ces ateliers avec des cartes. Effectivement, on peut dessiner, on peut discuter. Mais à aucun moment on ne joue vraiment comme si on jouait à un jeu de société. D'accord. Et dans quel cas, pour toi, est-ce qu'il est intéressant de s'appuyer sur un serious game en formation? Quels vont être les avantages et les limites? Alors, un serious game, je dirais que le plus évident, c'est de l'utiliser quand on a besoin de travailler les savoir-être déjà, parce que quand on fait un jeu de société, même quand ce n'est pas un serious game, c'est déjà des jeux qui sont apprenants sur la posture, sur l'engagement, quand je dis l'engagement, sur la motivation qu'on a à participer. En fait, elle va nous faire déployer un tas de compétences, de la négociation, de la créativité. En fait, on va déjà utiliser plein de ressources. Donc aller sur un serious game quand on veut travailler tout ce qui est très tendance comme les soft skills en ce moment, c'est extrêmement bénéfique parce qu'on va les mobiliser vraiment de manière très efficace. C'est intéressant aussi quand on veut faire changer les pratiques parce qu'on va pouvoir expérimenter des choses qui ne sont pas tout à fait... il n'y a pas de conséquences dans un jeu. Donc, je peux prendre des risques, je peux expérimenter et voir les conséquences de ce que je suis en train de vivre dans le jeu pour ensuite, il faut un débriefing, il faut une phase de capitalisation à laquelle on va m'aider à faire ce transfert dans mon quotidien professionnel. Mais voilà, on a une mise en avant, une mise en forme, un vécu qui prend vie dans le serious game et qui nous aide à transformer les pratiques. Alors que la gamification, si je devais faire un parallèle, ça s'applique ça s'applique très bien pour tout ce qui est acquisition de connaissances. Si je dois transmettre des savoirs purs, pour le coup, je vais souvent perdre du temps avec un serious game, alors que la gamification, ça marche très bien, ou des méthodes actives. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de tendre vers un serious game pour transmettre des savoirs. Donc en gros, savoir-être, transformation pratique, savoir-faire même, très bien avec les serious games, acquisition de connaissances, plutôt de la gamification. Et puis, on peut utiliser les serious games pour le coup aussi pour les savoirs, mais pour des notions d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai déjà appris les choses et j'ai besoin de les mobiliser de manière régulière pour que ces éléments soient vraiment profondément acquis. Et dans ce cas-là, oui, je vais aller chercher les serious games parce que les apprenants en fait vont jouer, vont pas s'apercevoir qu'ils mobilisent les compétences ou les connaissances qu'ils ont vues et ça marche très bien en entraînement en fait. Donc pour tout ce qui est ancrage. D'accord, oui, moi je trouve ça vraiment très intéressant là ce que tu as dit. Donc le type de compétences pour les serious games et le type de compétences pour la gamification. Alors, je fais des généralisations, bien sûr qu'on peut trouver, mais ça donne déjà une bonne idée de lecture et une orientation quand on a besoin de se dire est-ce que j'ai envie d'aller vers un serious game ou non. Et ben voilà, si c'est pour des savoirs, peut-être pas. Franchement, c'est pas mon meilleur conseil. Et puis pour les savoir-être, c'est ultra pertinent. Oui, très bien. Et donc pour toi, quels sont les ingrédients qui composent un bon serious game? Que doit-on vraiment trouver dans un serious game? Alors, un serious game, en fait, ça va être un jeu. Donc déjà, il faut retrouver les éléments d'un jeu. Un jeu, ça veut dire une activité avec des règles, avec une notion d'incertitude. Quand on démarre un jeu, on ne sait pas en fait si on va, qui va gagner, qui va perdre, etc. Donc ce côté aléatoire est important.
Et il va nous garantir, si on dans la définition de certains auteurs, on trouve aussi ce qui est une activité séparée pour un jeu. On va retrouver ce côté sécurisant. Je sais pas ce qui va se passer, mais quoi qu'il se passe, je suis un peu en dehors de la réalité. Et c'est ce qu'on appelle le cercle magique. Et ça garantit que je puisse essayer et tester d'autres manières de faire. Donc ça a deux grosses vertus, ce qu'on doit retrouver en tout cas dans ces jeux-là. La première, c'est que je vais oser expérimenter des choses. Et la deuxième, c'est que je peux potentiellement, si le jeu est bien fait, perdre un petit peu mes repères et ne pas me calquer sur ce que je pense que je devrais faire pendant la formation, mais être un petit peu plus naturel, ou en tout cas, oser être moi et donc oublier, typiquement, je prends souvent cet exemple, mais je le trouve très parlant. Si je demande à des commerciaux de faire une simulation de vente, ils ont eu des cours souvent de négociation, donc ils savent qu'il faut poser des questions au début. Ils savent, en fait, ils ont bien toutes les étapes, comment répondre aux objections, etc. Alors que si on les met dans un jeu, eh bien, pour un peu que le jeu soit bien fait, ils vont oublier que c'est une négociation telle qu'ils l'ont appris, ils seront plus naturels, et nous, en tant que formateurs ou formatrices, on va pouvoir aller les accompagner là où il y en a vraiment besoin. On va s'apercevoir que peut-être qu'ils savent répondre aux objections, mais par contre, la phase de découverte client, elle est pas très très bien réalisés, qui peuvent aller plus loin dans les questionnements, poser plus de questions ouvertes, etc. Et donc on va aller les guider et les former là où ils en ont besoin. Donc si je reviens à la définition d'un jeu, une activité qui soit vraiment très proche d'un jeu, parce que ça nous permet d'obtenir ça. Et en même temps, on va chercher à ce que ce jeu, il ait un maximum de vertus pédagogiques. Donc, on va faire en sorte de focaliser l'attention des apprenants qu'on capte, parce que c'est un jeu. Donc, les apprenants, ils ont déjà leur attention en général. On a envie de participer, ils sont déjà dans le jeu. Le tout, c'est d'avoir un jeu qui focalise l'attention au bon endroit. Par exemple, si je réponds à une question et que cette réponse à la question me permet d'avancer d'une case, c'est bien. Mais mon attention, elle va surtout être focalisée sur est-ce que c'est la bonne réponse ou non ? Oui ou non. Et si j'ai la bonne réponse, je vais être très contente, je vais avancer d'une case, mais je ne vais pas retenir l'information. Alors qu'un jeu bien fait va focaliser mon attention sur l'information que je devais chercher, sur la négociation si c'est l'élément essentiel, mais en tout cas sur le point sur lequel est centré notre apprentissage. Donc ça, c'est vraiment des techniques de serious game design où on va travailler sur les mécaniques de jeu, les interactions entre joueurs pour aller focaliser l'attention au bon endroit. Un petit dernier, parce qu'il y en a plein des choses qui feraient que ce soit un bon serious game, mais si je dois en donner un petit dernier, ce serait le fait que le jeu doit en lui-même permettre à l'apprenant de savoir si son action, et donc ce sur quoi porte l'apprentissage, est une réussite, est performante, ou est-ce qu'elle peut être améliorée, est-ce qu'au contraire c'est pas du tout la bonne stratégie, parce que c'est ça qui va être apprenant, c'est ce retour. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment les écrits, ce qu'on sait sur la pédagogie aujourd'hui, notamment avec le retour d'information. Ce retour d'information, il doit être porté par le jeu et suffisamment rapide pour que l'apprenant puisse en tirer des conséquences et tenter d'autres approches pour essayer de trouver la meilleure, finalement, ce qui fonctionne, et a priori, ce qui fonctionne dans le jeu doit fonctionner dans la réalité. C'est comme ça qu'on conçoit les serious games. Est-ce que ça te parle, Anne-Marie ? Est-ce que je suis claire ? Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. C'est le feedback, la rétroaction immédiate et le feedback. C'est ça. Et le jeu doit être conçu pour l'apporter, ce feedback. Oui, voilà, c'est important. Donc, d'après ce que tu viens de dire, concevoir un serious game, ça nécessite beaucoup de compétences, que nous n'avons pas tous. Donc, est-ce que tu peux nous donner une idée des compétences nécessaires si l'on souhaite créer un serious game, et aussi le budget, parce que j'imagine que cela a un coût.
Ça a un coût si on le fait faire, et si on le fait, de toute façon, ça a un coût aussi indirect, parce que ça nécessite souvent beaucoup de temps. Alors, un budget pour un serious game analogique, donc un serious game tangible, un jeu qu'on a entre les mains, sur la partie développement, c'est pas mal de tabler entre, si on le fait faire, entre 10 et 50 000 euros. Ça peut aller un peu au-delà, mais en gros, entre 10 et 50 000 euros, c'est le budget de développement. Sachant que dans ce budget de développement, évidemment, moi, je vais intégrer, par exemple, tout ce qui est illustration. Il peut y avoir des applis numériques associées, donc voilà, les petites touches de numérique, le développement, mais pas la fabrication. Donc voilà, ça donne une idée. Sur un serious game numérique, en revanche, on a des budgets qui sont beaucoup plus conséquents, et on va dire qu'on démarre plutôt à 100 000 euros, quoi. Alors on peut évidemment avoir des budgets qui sont moindres, mais on va se rapprocher. En fait, plus on diminue les budgets, plus on se rapproche de la gamification, bien faite, certes, mais de la gamification. Donc à voir en fait en fonction des budgets. Et puis après, on peut les faire. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de demandes d'équipes qui viennent me voir en me disant on a envie de développer un serious game sur tel sujet. On a commencé à travailler dessus, mais on ne sait pas trop par quel bout prendre les choses. Et en fait, moi, je vais par exemple faire du coaching. Et ce coaching-là, le budget, il est bien moindre, et ça permet d'avancer, de pas tomber dans des biais ou dans des erreurs un peu trop qui feraient que finalement le jeu est pas efficace derrière. Et en même temps, le coût finalement de développement, il est supporté par l'équipe et par le temps de travail de l'équipe. Donc après, c'est des arbitrages, mais ça peut être intéressant de le faire. Ça a aussi une grande vertu, c'est que c'est assez fédérateur de créer un jeu. Donc, créer un serious game, si les équipes d'une entreprise sont motivées, parfois c'est pas mal de leur donner la main et de les faire juste se faire accompagner pour voilà, créer cet engouement et ce projet collectif qui est de créer un jeu, puis de le voir arriver un jour avec des pions, un plateau, des cartes. Enfin voilà, il y a ce côté un peu c'est nous qui l'avons fait qui est très chouette. Mais voilà, en tout cas pour les budgets, pour les compétences, je reviens à ta question. Pour les compétences, en fait, il en faut à minima 2 qui sont multiples. La première, c'est évidemment, enfin, il y en a même 3. La première, c'est l'expertise dans le sujet l'objectif du jeu. Moi, par exemple, là, on me demande de faire un jeu dont on parle de Dévonien, l'époque du Dévonien, Marie, c'est il y a des années et des années. Je ne connais pas. Eh bien, révise tes cours d'histoire de la Terre. Et en l'occurrence, c'est la période de verdissement de la Terre. C'est au moment où la Terre passe de il y a rien à il y a des plantes. D'accord. Alors, autant dire que moi, je ne suis pas spécialiste du tout du sujet, mais du coup, il faut une expertise. Donc, soit c'est effectivement, là, c'est sous-traité, moi, je m'en occupe, mais de toute façon, il faut cette expertise. Donc, soit elle est en interne, soit moi, là, en l'occurrence, c'est quelqu'un d'externe. Je travaille avec des experts. Donc l'expertise, première compétence. La deuxième compétence, c'est une expertise en ingénierie pédagogique. Évidemment, savoir comment on apprend, comment on réactive. Là, on a parlé tout à l'heure de l'attention, des boucles de rétroaction, mais ça peut être du retour d'information, mais ça peut être l'engagement actif, l'ancrage, enfin voilà, tout ça. Donc, et puis le séquençage pédagogique, comment va s'intégrer le jeu, à quel moment, etc. Donc, il y a toute cette partie ingénierie péda. Et puis la troisième expertise, c'est l'expertise en game design, parce que voilà, il faut connaître les jeux, savoir sur quelle mécanique on va pouvoir s'appuyer et quelles sont les conséquences sur le jeu. Si je mets un temps limité, par exemple, allez, de la coopération, je vais prendre l'exemple que tout le monde a en tête en ce moment. Tout le monde veut faire des jeux coopératifs. C'est super, les jeux coopératifs, parce que ça apporte des valeurs voilà, auxquelles on croit, parce qu'on se dit que c'est plus chouette de faire travailler les gens ensemble. C'est vrai, mais ça a beaucoup de contraintes dans la création, notamment sur quand il y a des disparités de niveau entre les joueurs. Il se peut que certains joueurs lâchent, et
pour le coup, comment est-ce qu'on fait pour les rattraper? Comment est-ce qu'on répartit les rôles pour que on n'abandonne personne pédagogiquement là pour le coup au bord de la route. Donc ça a beaucoup de contraintes. Ça a aussi des contraintes sur le niveau de difficulté. Si le jeu est pas totalement en adéquation avec le niveau des joueurs, il se peut que la zone proximale de développement dont on parle en pédagogie, on n'arrive pas à l'atteindre et on soit trop haut ou trop bas. Et là encore, c'est problématique pédagogiquement. Donc au final, un jeu coopératif, ça paraît super sur le papier, éthiquement, voilà, c'est top. Mais pédagogiquement, c'est pas toujours le meilleur choix. Donc ça, c'est les expertises de game design. C'est comment est-ce qu'on va concilier les mécaniques de jeu, les interactions entre joueurs, les conditions de fin de partie, de victoire, etc., avec nos objectifs pédagogiques. Bref, je résume. 3 grandes compétences: l'expertise dans le sujet, le game design et puis l'ingénierie pédagogique. Oui, puis je reviens là sur les jeux coopératifs. J'imagine qu'il faut aussi que tu tiennes compte des différents profils de joueurs. La typologie de Bartel. Alors oui et non. Je te dirais bien que je suis assez partisane de dire que la typologie de Bartel, alors déjà elle est développée pour les jeux vidéo, c'est-à-dire que pour les jeux de plateau, on n'est pas aussi, on a du mal en fait à moi, je trouve qu'elle s'applique assez bien, mais il y a des débats, en tout cas. Et on va avoir des types de joueurs. Alors là, je le dis pas pour toi qui connais, mais effectivement, on va avoir des profils type explorateurs, des collectionneurs, des socializers avec mon accent, et puis les killers. Donc ça, c'est les 4 grandes familles, et puis après, on peut les redécouper. Et chacun, en fait, l'idée, c'est que on a un profil, ou plusieurs en tout cas, mais qui vont être nos profils préférentiels. Quand on est sur un serious game, une différence avec un jeu classique, c'est que nous, on veut pas plaire à une cible pour vendre bien ce jeu à cette cible-là. Nous, on veut que le jeu, il colle à tout le monde. Donc, une des difficultés, c'est plutôt l'inverse, c'est que nous, on va étudier la typologie de Bartel pour aller mettre dans le jeu plein de leviers qui vont correspondre à chacun des types de joueurs pour que, que toi qui es killer, allez, je suis sûre, Anne-Marie, tu es killer. Non, je suis pas killer. Non, tu n'es pas killer. Tu connais ton profil? Non. Moi, j'aime bien tout explorer. Ah, ok. Donc toi, tu es exploratrice. Voilà. Alors moi, je suis plutôt du type social. Moi, je vais aimer les interactions. Mais il faut que le jeu qui soit produit, si il doit s'adresser à toi comme à moi, effectivement, il faut que toi tu y trouves un intérêt et que moi aussi. Et si on fait un jeu, par exemple, où le seul objectif c'est de tuer nos adversaires avec le plus d'armes possible, ou de l'écraser, toutes les deux, on va peut-être pas s'y retrouver. Et tout pédagogique qu'il soit, ce jeu, on risque en tout cas, d'y trouver moins d'intérêt, de s'engager moins dans le jeu. Donc, en gros, on va plutôt essayer de faire un jeu qui sera peut-être un peu moins fun pour tout le monde, mais qui sera quand même fun pour chacun. Voilà, c'est là le défi. C'est ça. Et donc, si on ne peut pas concevoir en interne un serious game, quelles sont les solutions que toi, tu peux conseiller? Parce qu'on l'a vu, là, c'est très complexe à concevoir un serious game. Alors, les solutions, en fait, honnêtement, si l'entreprise, alors première option, je fais faire. Deuxième option, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est faites-le en interne. C'est-à-dire utiliser les forces vives de l'entreprise qui ont envie et qui sont déjà joueurs. Pour soit les former et là pour le coup, alors avec moi ou avec d'autres, sur comment est-ce qu'on crée des serious games. Ça, c'est la première option. Et puis ensuite, ils peuvent le faire. Soit de faire du coaching, parce que ça marche assez bien. Il faut juste que les temps de développement soient assez longs. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que ça va mobiliser du temps et que ça va être du temps long. C'est-à-dire qu'il faut compter pour la création d'un serious game en interne, à moins d'avoir quelqu'un de dédié 100% du temps dessus, mais il faut compter entre 6 mois et 1 an pour le temps que la personne
personne, en général en plus de ces tâches en parallèle, puisse concevoir, tester, prototyper et tester. C'est vraiment indispensable. Ça va demander du temps, mais avec un accompagnement assez, on va dire, minime, d'un tiers expert, on arrive à créer vraiment quelque chose qui est satisfaisant et qui correspond vraiment à ce que voulait l'entreprise. Donc ça, c'est les solutions. Moi, je conseille que l'accompagnement ait lieu idéalement tout au départ du jeu, pour se poser les bonnes questions. Ça évite de passer des heures et de finir par buter à un moment, voilà, et de devoir revenir sur ce qui a été fait. Donc un accompagnement d'1 heure ou 2 au début pour poser les bonnes bases. Et puis ensuite, c'est de l'accompagnement en fonction des besoins, plutôt pour des validations ou pour des idées quand vraiment il y a un blocage. Et à la fin, un accompagnement pour le prototypage, pour éviter, il y aura forcément, alors quand je dis prototypage, c'est même après, c'est-à-dire au niveau des tests, quand il y a de l'équilibrage à faire, l'équilibrage, c'est ce qui fait qu'on garde cet intérêt pour le jeu jusqu'à la fin et ça ne ressemble pas au Monopoly où on sait qu'on a perdu et qu'il nous reste 3 heures à jouer. Et c'est de faire un jeu qui permette à chacun d'avoir autant de chances de gagner, qui permet aux stratégies, en tout cas, d'avoir la même efficacité ou pas, selon ce qu'on porte pédagogiquement. Mais cet équilibrage-là, c'est bien d'avoir un œil expert parce qu'on gagne beaucoup de temps plutôt que d'y aller en tâtonnement, d'avoir quelqu'un qui oriente déjà et qui dit attention, là ça va coincer, là. Donc les premiers ajustements, c'est ceux-là, et ensuite faites tester et voilà comment procéder au test. Ça aide beaucoup. Donc en gros, vraiment au lancement, à la fin, et puis après, c'est un peu en fonction des besoins de l'équipe pour pas rester bloqué et trouver parfois le petit déclic, la bonne idée qui fait que ça marche bien. Et si ça, c'est dans le cas donc où on développe le jeu en interne. Mais si on souhaite l'acheter, donc comment est-ce qu'on va savoir qu'on achète un jeu qui correspond à nos objectifs ? Comment tu vas l'évaluer ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut poser la question aux concepteurs et aux conceptrices du jeu de c'est quoi, quels sont les objectifs pédagogiques du jeu ? Et valider, et là je ne t'apprends rien pédagogiquement, que ce sont de vrais objectifs et non pas ils vont apprendre ça ou ils vont comprendre tel truc. Ça c'est bien, c'est du langage commercial et parce que c'est plus rapide, mais ensuite il faut vraiment aller creuser quels sont les objectifs opérationnels, pédagogiques du jeu. Et une fois qu'on a ces objectifs, c'est de demander qu'est-ce qui dans le jeu soutient l'atteinte de ces objectifs. Parce que la plupart des jeux on va pas se mentir, aujourd'hui il y a des jeux de toute nature, c'est très en vogue, donc ça veut dire qu'il y a eu plein de gens à développer des jeux et que certains sont très bons et certains vraiment pas très très bons. Et donc de poser la question de comment ils atteignent en fait, qu'est-ce que met à disposition le jeu comme moyen pour que l'apprenant atteigne ses objectifs. Et clairement, si l'interlocuteur ou l'interlocutrice est capable de répondre à ces questions et vous donne des arguments qui vous paraissent cohérents pour ça, alors a priori, vous devriez avoir un jeu qui tienne la route, quoi. Qui soit pas, en tout cas, ça présage pas que ce soit 100% efficace, mais déjà, vous aurez certainement un jeu qui sera assez bon pédagogiquement. Ce que vous pouvez faire, je réponds. Allez, je reboucle sur ta question précédente. J'ai parlé de comment est-ce qu'on pouvait développer un jeu. Mais ce dont je n'ai pas parlé, c'est finalement il y a aussi beaucoup de jeux du commerce que vous pouvez utiliser pour, directement en formation. Alors, dans ce cas-là, moi je vous conseille d'appeler les éditeurs de ces jeux parce que il y a la question des droits d'auteur et de valider que vous pouvez le faire. Et ensuite, vous pouvez utiliser ces jeux. Moi, par exemple, sur la communication dans l'équipe, j'ai très souvent utilisé le jeu Captain Sonar, qui est un jeu de Roberto Fraga, où on est dans un sous-marin en temps réel face à une équipe. C'est une bataille navale en fait. Et cette bataille navale, on va la vivre en vrai, en direct, en temps réel.
Et on va communiquer pour ça dans notre sous-marin à 4, avec chacun ses fonctions. Et donc, c'est un très bon outil. Il n'y a pas besoin d'en réinventer un autre. Celui-là fonctionne. Donc, avec l'accord des auteurs, eh bien, on peut tout à fait, ou de l'éditeur, on peut tout à fait utiliser le jeu en formation directement. Et ça évite le développement. Oui, voilà, il faut être imaginatif avec les jeux qui existent déjà. C'est ça. Exactement. Pour ça, les ludicaires sont de très bons conseils. Allez dans les bonnes boutiques de jeux à côté de chez vous et allez demander. En fait, ils sont de plus en plus formés à vous dire, si vous arrivez avec une question du genre « j'aimerais développer la créativité, je voudrais un jeu qui joue plutôt en grand nombre, en équipe de au moins 10 personnes », eh bien, ils vont vous orienter vers des jeux. Évidemment, vous devrez les tester, mais peut-être que ce sera suffisant pour atteindre les résultats que vous souhaitez avoir avec votre équipe sans avoir à développer un jeu. Oui, et c'est plus économique. Clairement, là pour le coup, on n'a pas le même coût de développement. Voilà. Eh bien, merci pour tous ces conseils, Susan. On va arriver donc à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question pour conclure. Donc, on parle beaucoup d'outils IA, on ne peut pas passer à côté. Donc, est-ce que selon toi, on peut s'appuyer sur ces outils pour créer des serious games ? Alors oui, on peut. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. On peut pour à plusieurs moments. Alors déjà, dans la conception, clairement, quand on doit faire des prototypes, eh bien, avoir un outil d'image générative, c'est quand même super pratique pour faire des prototypes. Ça n'empêche que quand on passe à la phase de production, on va faire appel à des illustrateurs et illustratrices qui vont nous faire exactement ce qui est nécessaire pour le jeu. Par exemple, des plantes du Dévonien, pour reprendre l'exemple fil rouge. Voilà, parce qu'on peut le documenter, parce que là où on n'aura pas cette qualité avec une IA, mais pour un prototype, ça peut être très bien. Et puis ensuite, on peut utiliser l'IA pour questionner son jeu, pour dire, ben voilà, là j'ai un jeu, mais eh bien, par exemple, il n'est pas très dynamique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dans ce jeu ? Et on va charger nos règles de jeu dans l'IA et on va lui demander. En fait, on va vraiment questionner. On va s'en servir comme d'un expert à ce niveau-là. Bon, parfois ça marche pas, mais quand même, pour avoir testé, expérimenté, il y a des choses assez chouettes qui ressortent. En tout cas, des bonnes idées. Donc c'est un outil de questionnement. Ça permettra pas de créer un jeu comme ça et surtout pas un jeu pédagogique parce qu'un jeu encore, bon, pourquoi pas, un jeu pédagogique avec tous les enjeux et tous les objectifs qu'on se fixe, c'est compliqué, mais par contre, venir vraiment challenger, questionner son jeu et l'améliorer, c'est une bonne source de discussion avec un expert quand on n'en a pas sous la main. Oui, voilà, il va donner des pistes, il va orienter Exactement. Un petit peu. Voilà, oui, et pour brainstormer aussi, je trouve que c'est très pratique. Exactement. Ok. C'est ça. Donc en fait, ouais, c'est un bon outil. Ça fait pas tout, mais franchement, à tester. Voilà, un assistant. C'est un assistant. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Susan, pour cet échange, très intéressant sur les serious games. Donc, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, donc je mettrai ton contact LinkedIn, donc si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi, et j'indiquerai également le lien de ton site Evolude. Voilà, où tu proposes toutes tes formations et tes ressources. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie. En tout cas, c'était un plaisir. Un plaisir partagé et je suis très contente d'avoir enfin enregistré un épisode avec toi. Merci Anne-Marie. Merci Susan. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.